Merci Albert Duroy. Ça fait du bien des fois d'écouter les confrères. Vous savez, entre nous, dans les journaux, on a ces discussions et à un certain moment, elles nous apparaissent extrêmement théoriques, mais ça fait du bien de voir que ça peut être exprimé aussi de cette manière claire, intelligente, hiérarchisée dans un colloque consacré à l'éthique. Merci. Jacques Arnoux, vous êtes donc un conseiller éthique d'une agence spatiale. Déjà, c'est une situation assez particulière, peu connue, sauf peut-être. Vous étiez déjà venu dans un colloque à Saint-Tropez? Oui, en 2002. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous êtes déjà connu d'un certain nombre de tropéziens. Et vous avez décidé de consacrer votre intervention, comme je le disais tout à l'heure, en résonance à la question de l'éthique, de l'utilité. Parce que, pourquoi envoyer des satellites dans l'espace? Pourquoi la France le fait-elle? Est-ce dangereux, docteur? Quel regard porter sur cette observation qu'on fait peut-être de nous d'en haut? Et qui contrôle? Et où est-ce qu'on en décide? Oui, je voulais vous partager quelques réflexions. Donc, d'une part, sur l'éthique de l'utile, et d'autre part, comme vous le disiez tout à l'heure, sur l'éthique de l'imaginaire. Une manière peut-être de résumer ce qui est mon quotidien depuis une dizaine d'années, et simplement vous dire aussi comment l'Agence spatiale française en est venue à introduire une réflexion éthique dans ses activités. Cela dit, comme vous venez aussi de préciser, c'est un peu original. Et ce que nous disait tout à l'heure Christelle Didier sur le fait, tiens, de l'éthique de l'ingénieur, alors vous précisez encore, tiens, de l'éthique des ingénieurs qui travaillent dans le spatial. Alors ça devient de plus en plus original, voire extraterrestre. Mais c'est normal que ce soit un peu extraterrestre quand on parle de spatial. De fait, l'idée d'une éthique dans le domaine de l'activité spatiale est assez ancienne et date quasiment de la naissance même de l'activité spatiale. Sous une forme très précise, le terme d'éthique apparaît dans le sous-titre d'un ouvrage de philosophie écrit par un penseur allemand en 1960, et le titre est très beau, c'est une question: le ciel nous est-il ouvert? Je crois que ça résume très bien la question de l'éthique spatiale. Le ciel nous est-il ouvert? Et comment Walter Pons, qui est donc ce penseur allemand, va-t-il décliner cette question en se disant, mais au fond, nous sommes en 1960, ça veut dire que Spoutnik a déjà été lancé, en revanche, Yuri Gagarin n'a pas encore volé. Et Pons se dit, mais est-ce que l'homme, tel que nous le connaissons, enfin l'être humain, est-ce que les dimensions de l'homme sont compatibles avec celles de l'univers dans lequel nous entrons? Parce que nous venons d'ouvrir une lucarne grâce à Spoutnik, grâce à ces premiers lanceurs, et nous savons que derrière cette lucarne que nous venons d'ouvrir, il y a un univers qui est peut-être pas infini, ça reste une question toujours ouverte, mais au moins illimité, en tout cas dont les limites sont largement plus grandes que celles que nous connaissons de l'être humain. Et est-ce que quelque part, l'espace n'est pas trop grand pour l'homme? Donc, d'où la question, l'espace nous est-il ouvert? Et je crois que cette question reste ouverte aujourd'hui, j'y reviendrai à la fin. Alors, quand, au début des années 2000, effectivement, c'était lors de ma première intervention à Saint-Tropez, on avait décidé, vous voyez, 2000, c'était avec quasiment 20 ans de retard sur le CCNE dont nous avons parlé hier soir et ce matin, mais je ne pense pas que ce soit un retard qui mérite d'être puni, c'est simplement, il faut du temps au temps. Eh bien, quand au début des années 2000, on a donc décidé, et quand je dis on, c'est la direction du CNES, quelques ingénieurs autour de cette direction, à dire, nous allons nous interroger sur ces questions d'éthique. Il faut reconnaître qu'au début, ça n'a pas été évident. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Christelle Didier tout à l'heure. Il faut nous éduquer en tant qu'ingénieurs, en tant que scientifiques, à entrer dans une telle interrogation. Je dis bien, le ciel nous est-il ouvert? Alors j'ai aussi quelques anecdotes, je ne vais pas y rester trop longtemps, mais pour vous raconter ça, c'était par exemple un directeur de Toulouse que j'interroge sur mais pour vous c'est quoi l'éthique? Et effrayé devant ce mot-là, il me dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de nous préparer? Si c'est un rapport, vous savez, ces rapports ils vont dans le tiroir en bas à droite. Voilà, je suis un homme d'action. Et il a eu raison de me dire ça parce qu'après il m'a raconté quelles étaient justement ses activités et ce faisant il m'a appris que la première étape d'une réflexion éthique c'est déjà être capable de raconter ce que l'on fait au quotidien, de raconter le pourquoi d'un programme spatial qu'on élabore
le comment de sa réalisation, les choix successifs qui ont été faits, la capacité d'en tirer non seulement des résultats, mais aussi des conclusions et des leçons pour l'avenir. Et lorsqu'au bout d'une heure d'entretien, il m'a dit « Je suis vraiment désolé, on n'a pas abordé la question éthique », je lui dis au contraire, et je vous remercie, vous m'avez appris à poser la question, l'interrogation éthique au sein d'un milieu d'ingénieurs avec lequel il ne faut pas rentrer avec des grands mots de philosophie, avec un gros mot comme celui d'éthique, parce que c'est un mot, vous avez entendu depuis hier, plusieurs définitions du mot éthique, et vous avez remarqué que ces définitions n'étaient pas toujours compatibles. Donc, à la limite, oublions ce mot-là et trouvons d'autres manières de nous inviter à l'interrogation, qu'on va dire éthique. Une manière, par exemple, que j'ai pratiquée assez souvent, que je continue à pratiquer, et c'est un mot, je ne suis pas certain qu'on ait introduit depuis le début. Voilà, mais imaginez-vous un instant, vous êtes le nouveau chargé de mission d'éthique à l'agence spatiale ou dans un endroit où on n'en a pas encore parlé d'éthique. Et vous vous retrouvez devant un petit groupe de collègues auxquels vous allez essayer de les sensibiliser. Sincèrement, donc, oubliez le mot d'éthique. Il y a un truc qui peut marcher, c'est de leur demander, mais chez vous, dans votre milieu, dans notre milieu, quel est le mythe fondateur de nos activités? Qu'est-ce qui a pu non seulement vous faire rêver, mais peut-être faire rêver des générations d'hommes et de femmes qui vous ont précédés? Je vais revenir tout à l'heure sur l'imaginaire. Si on est dans le spatial, il y a en général un personnage qui apparaît assez rapidement, c'est Icare, le mythe d'Icare. Alors, si vous voulez faire un petit peu de mise en scène, à ce moment-là, vous ouvrez votre cartable et vous mettez sur la table un ouvrage qu'on lit rarement au CNES, en tout cas dans des réunions d'ingénieurs, c'est Ovide, les Métamorphoses d'Ovide et le récit du mythe d'Icare. Et vous prenez le texte d'Ovide, vous le lisez de A à Z, et vous découvrez à la fin que dans ce mythe, ce vieux mythe buriné par des générations, des répétitions, il y a tout ce qu'il faut pour se poser des questions et pour commencer à élaborer des réponses. Il y a le désir de fuir un labyrinthe, bon, notre terre, on veut aller ailleurs. Bien. Il y a la difficulté de la mise au point d'une technique. Le papa Dédale qui dit au petit Icare, mon garçon, vole pas trop haut parce qu'il y a le soleil, vole pas trop bas parce qu'il y a les remous aérodynamiques de l'eau, et donc reste un peu entre les deux. Sois prudent. Il y a le petit Icare, alors toutes des règles que tout bon ingénieur doit être capable d'élaborer. Il y a aussi le petit Icare qui chausse, si je puis dire, ses ailes et qui ne pêche pas par orgueil, simplement par plaisir. On a tous été des gamins ou des gamines. Le jour où on a eu un vélo, même avec des roues de côté ou une paire de patins roulettes, dès qu'on a à peu près été à peu près stable, on a voulu conquérir le monde. Et on s'est cassé la figure, on est rentré avec quelques genoux un peu abîmés. Manque de peau, Icare, c'était un peu plus grave. Donc voilà, ne pas oublier que dans la démarche éthique, il n'y a pas seulement comment ça marche, quelle est la règle que je vais suivre, quelle est la charte que je vais accepter, etc. Mais quelle est l'histoire qui a fondé tout cela? Je vais y revenir tout à l'heure sur l'imaginaire. Parce qu'assez rapidement, dans les démarches éthiques, on se pose, mais au fond, à quoi ça sert? Quelles sont les conséquences de nos activités, de nos programmes, des instruments que nous mettons dans l'espace? D'où cette question de l'éthique de l'utile. Aujourd'hui, nous avons tous besoin de ces satellites qui tournent au-dessus de nos têtes. Et nous oublions, et c'est tant mieux, eh bien qu'ils tournent au-dessus de nos têtes, et que si par un hasard malencontreux ou par une décision politique, on pouvait fermer comme ça, ne serait-ce que pendant un instant, tous ces satellites, on serait vraiment très embêté dans la vie la plus quotidienne. Pensez-y un instant, tout à l'heure vous allez ouvrir votre télévision, parce que vous ne l'avez pas interdit jusqu'à présent, et on va avoir le bulletin météo pour savoir si demain il vaut mieux venir écouter Axel Kahn parce que le temps est un peu nuageux, ou au contraire aller profiter encore d'un rayon de soleil. Alors venez quand même écouter Axel Kahn, mais bon, le bulletin météo, ne soyez pas comme cet homme politique américain auquel on demandait son appui pour lancer un nouveau satellite météo. Il répondait, il suffit d'ouvrir la chaîne météo à la télévision. Bon, il est une victime de la banalisation de l'espace. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui relève de la responsabilité d'une agence spatiale comme la nôtre, Francis Rocard et moi-même, de se dire, quand même, qu'est-ce que nos sociétés font de ces techniques que nous sommes capables de mettre au point, capables de pourvoir à ces sociétés et qu'elles utilisent. Et c'est là que je trouve qu'il y a des choses qui se raccrochent par rapport à tous les sujets qu'on a pu évoquer depuis hier.
j'ai été amené à m'interroger, parce qu'on me l'a demandé, parce que moi-même je suis sans doute un peu soucieux à ça, eh bien à cette question de l'observation de la Terre, et pour être un tout petit peu dramatique, de la surveillance de la Terre. Ce sont des militaires, pas très loin d'ici d'ailleurs, qui m'ont dit, mais faites-nous un peu réfléchir sur la surveillance, parce que nous, on est chargé de la surveillance du territoire, et bon, c'est pas toujours très bien vu le mot de surveillance. Donc j'en suis venu à regarder tous ces satellites d'observation qui inlassablement tournent autour de notre planète et la regardent avec des résolutions, avec si vous voulez, une acuité plus ou moins grande, quelques dizaines de mètres, quelques mètres, 1 mètre, quelques dizaines de centimètres, voire parfois vraiment très peu de dizaines de centimètres. Et c'est vrai que là, on commence à s'interroger. On a aujourd'hui, on parlait d'Internet, sur Internet, accès à des photos satellites avec quelques dizaines de centimètres de résolution. C'est-à-dire qu'on peut distinguer le nombre de voitures qui sont sur la place des Lys. On peut, avec un peu de chance, même repérer votre voiture. Si on la connaît, tiens, il y a un petit signe distinctif, etc. Et beaucoup de gens se disent, mais et la vie privée ? Ce qui, il y a encore 15 ans, appartenait au secret défense, était connu d'un groupe bien particulier de personnes et de responsables de notre société, eh bien, aujourd'hui se trouve sur la place publique. Et c'est vrai qu'il y a une crainte. Je peux accéder, moi, et donc aussi mon voisin, et n'importe qui, peut accéder à toute cette information. D'où la question, est-ce que Big Brother n'est pas dans l'espace ? Est-ce qu'aujourd'hui, ou dit autrement, les satellites ne sont pas parmi les meilleurs alliés de Big Brother ? Dès lors, qui est Big Brother ? Qui mène le monde ? Cette crainte, elle est réelle, c'est vrai. Mais je crois qu'il faut aussi dépasser la première crainte éthique, le premier effroi ou la première fascination par rapport à la technologie. Et ça, on a déjà eu ce genre d'attitude depuis hier soir par rapport à la médecine, par exemple. Et se dire, mais au fond, est-ce que ces technologies, alors qu'elles soient d'observation, qu'elles soient de communication, qu'elles soient de positionnement si vous utilisez votre GPS pour vous-même, ou de localisation si ce GPS sert à vous localiser dans l'espace, est-ce que c'est simplement la vie privée ou est-ce que toutes ces technologies ne sont pas en train de changer notre société dans son intégralité ? Est-ce que nous ne sommes pas en train d'entrer dans une nouvelle étape de l'histoire de l'humanité ? Et c'est ce qui m'a frappé depuis hier, c'est qu'on l'entend constamment. C'est-à-dire que même les questions d'éthique qui nous concernent comme individus, comme personnes, entendions-nous tout à l'heure, comme personnes, eh bien, en même temps, sont des questions qui concernent l'ensemble de la société. La médecine, entre ma santé personnelle et celle de l'ensemble de l'humanité, comment va se faire le transfert de technologies mises au point par certains laboratoires et puis l'ensemble de la population mondiale. C'est ce type de questions, je crois, qui nous sont aujourd'hui posées, y compris par ces technologies un peu particulières que sont celles des satellites, parce que les satellites gèrent à la fois le local, ils ont un œil perçant comme on a du mal à imaginer, et en même temps, parce qu'ils ne cessent de tourner autour de la planète, ils gèrent aussi du global. J'ai, pour illustrer cette question de l'espace, l'éthique de l'utile, j'ai envie de dire, rendons-nous compte que nous sommes dans l'ère de nouveaux Caïn. Pourquoi je dis Caïn ? Vous savez, le meurtrier d'Abel. Et puis vous savez bien, dans la version hugolienne, l'œil était dans la tombe. Et regardez Caïn, quel était cet œil ? Ce n'était pas l'œil de Dieu, c'était l'œil de la conscience de Caïn. À moins que ce soit aujourd'hui l'œil du satellite qui nous poursuit en disant à la fois « je te regarde » et puis aussi « je te permets de regarder tout le monde ». Un de vos collègues, Jacques Julliard, disait en 91 « Nous ne pourrons plus dire que nous ne savions pas ». Un mot qui a été ensuite réutilisé, mais c'était au moment de la guerre du Kosovo, et là, l'utilisation qui était peut-être un petit peu nouvelle, mais à la fois de moyens de communication, d'observation, qui faisait que, au cœur même de l'Europe, se passait un conflit absolument dramatique, et que désormais, nous, c'est-à-dire chacun d'entre nous, ne pouvions plus ignorer. Et ceci est un cas généralisé. Et vous posiez la question hier soir, comment un médecin peut-il admettre, accepter, ou un chercheur comme Jean-Claude Amezen, que chaque jour 5000 enfants meurent de maladies pulmonaires, et puis on peut rajouter comme ça, c'est le cas, c'est pas seulement par rapport à cette maladie-là, c'est par rapport à d'autres
problèmes qui sont tous les jours devant nos écrans de télévision, Internet et autres. Et cela, alors, soyons clairs, je ne dis pas que les fautifs, ce sont mes collègues du CNES, mais en même temps, ce sont des questions que, à travers leur expertise, à travers leur capacité d'ingénieurs, de techniciens, de scientifiques, eh bien, ils doivent aussi, justement, ils doivent apporter cette expertise. Et c'est aussi un mot, on a déjà parlé aujourd'hui des experts, bien distinguer dans toutes ces questions ce qui relève de la recherche scientifique, qui sans cesse eh bien, doit se faire, doit se continuer. On a eu de très beaux exemples depuis hier. La qualité d'un expert qui, à un moment donné, s'engage et dit eh bien, voilà ma position d'expert et je la signe par rapport à tel problème. Et puis ensuite, il y a toute la société politique, et on pourrait aussi parler, on en a commencé avec tout à l'heure, la capacité d'une démocratie, des débats, etc. etc. L'éthique de l'utile. L'éthique de l'imaginaire. Alors ça, je crois qu'il faut absolument l'introduire. On l'a déjà un peu introduite, mais il faut le faire plus volontairement. Il ne faut pas oublier de rêver. Il ne faut pas oublier de se confronter à l'inconnu. On a de la chance, ceux qui travaillent dans le domaine spatial, mais dans d'autres domaines aussi, de pouvoir encore et toujours parler d'exploration. On a des programmes d'exploration. Une sonde vient d'être lancée vers la planète Mars qui va se promener sur Mars et Francis Rocard attend, j'en suis sûr, déjà les premiers résultats, les premières images. Mais qu'est-ce qu'on va trouver de nouveau ? L'exploration est un des grands moteurs, a été et aujourd'hui, et j'espère le sera encore demain, un des grands moteurs de l'aventure spatiale. De fait, ce n'est pas si simple que cela. Accepter d'explorer, c'est accepter volontairement de se confronter à l'inconnu. Alors, ce faisant, on fait marcher un moteur absolument génial que nous possédons pour une partie de notre cerveau, c'est notre imaginaire. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver ? Alors, je peux essayer de l'imaginer, mais en même temps, je sais que ce ne sera qu'un produit imparfait, ce que je vais rencontrer nécessairement, parce que c'est inconnu. Si je savais totalement ce que c'est, ce ne serait plus l'exploration. Donc, voilà, il y a une part à gérer entre ce qui est prévisible, ce qui est imprévisible, ce qui est connu, inconnu. Mais ce n'est pas si simple que cela. Alors, quand je parle d'éthique de l'exploration, c'est à la fois se poser la question comment se préparer à l'inconnu, comment gérer tout ce qui est danger et risque lié à cet inconnu, quelle place donner aujourd'hui dans notre société à l'exploration, donc à la découverte de l'inconnu, place économique, bien sûr, mais aussi place sociale, les risques que l'on va courir, accepter de courir au nom de cette place laissée à l'inconnu, et puis plein d'autres questions qui sont liées à ça. Je dis quelquefois, face à la difficulté actuelle de notre Europe à élaborer un programme ambitieux d'exploration spatiale, est-ce que l'une des raisons de cette difficulté, parce qu'on multiplie les réunions, mais bon, on n'a pas du mal à avoir des choses concrètes et ambitieuses, je ne crois pas que c'est Francis qui va me contredire, et on aura envie de plus, mais est-ce que l'une des raisons, ce n'est pas du tout, c'est une tentative d'analyse, ce n'est pas aussi parce que, et vous le savez bien, l'Europe est un peu en crise d'identité. Quand on accepte d'aller à la rencontre de l'inconnu, on doit avoir un minimum de conscience de soi et de conscience de sa propre identité. Pas complète, mais un peu quand même. Alors il faut aussi peut-être accepter de reconnaître ses propres limites à un moment donné. Et qu'effectivement, tout n'est pas bon à tout moment. Nous parlions à midi avec Jean-Claude Amezen de l'idée même de moratoire. Laisser aussi le temps au temps. Donc, quand je dis éthique de l'imaginaire, on peut dire aussi éthique de l'exploration, c'est pas on va faire n'importe quoi n'importe quand, et c'est l'imagination au pouvoir, c'est pas faire n'importe quoi. C'est peut-être aussi par moment dire il faut aussi accepter que petit à petit notre imaginaire soit alimenté au cours du temps, à la fois par un désir de se coltiner l'inconnu, accumuler des connaissances pour réduire un risque, réduire un danger, et puis aussi peut-être, grâce à cet imaginaire, et ce sera ma conclusion, de revenir à notre réalité. Une des grandes leçons que moi je garde jusqu'à présent, et je pense que j'espère pouvoir continuer dans le domaine spatial, c'est que faire un petit tour dans l'espace, et à Saint-Tropez, vous faites souvent, parce que voilà, il y a déjà eu en 2002 des mystères consacrés à l'espace, et puis il y a 2 ans, vous avez accueilli tout un groupe d'astronautes. Eh bien, faire un petit tour dans l'espace, il ne faut jamais croire que ça soit totalement gratuit ou que ça soit simplement une manière d'oublier les questions terrestres. Acquérir, ne serait-ce qu'un instant, le point de vue de Sirius,
ce n'est pas nous détacher des questions terrestres, c'est simplement nous donner les moyens de les revisiter. Donc, imaginez d'aller explorer notre planète, ne croyez pas que ça soit sans conséquence pour notre Terre. Déjà à présent, on a des tas de retombées de ces missions martiennes et extraterrestres, et dans l'avenir, sans aucun doute, même quand c'est par l'imaginaire. Peut-être qu'on aurait pu encore ajouter parmi ces intervenants, ces questions d'éthique, un auteur de science-fiction. Il y a, même dans la science-fiction, un extraordinaire exercice d'éthique en permanence, et c'est pourquoi je suis un fervent partisan de la réintroduction, la réintroduction incessante de l'imaginaire dans notre réflexion éthique. Je vous remercie.